BFM TV Face à Face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Patrick Stefanini. Bonjour. Merci d'être ici pour essayer de répondre à mes questions et surtout aux questions que se posent les Français. Vous êtes l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. Vous avez d'ailleurs publié chez Robert Laffont ce livre « Immigration, ces réalités qu'on nous cache ». Vous êtes également un politique puisque vous avez longtemps travaillé pour Jacques Chirac, puis François Fillon, puis Valérie Pécresse. Mais ce matin, je voudrais d'abord utiliser vos compétences pour essayer de comprendre ce qui bloque. Que faire des radicalisés ? Pourquoi les fameuses OQTF, qui s'appellent pourtant obligation de quitter le territoire, ne sont que très rarement appliquées et comment est-ce que tout cela peut devenir efficace? D'abord, une question très pratique. Hier, pas plus tard qu'hier, à Sarcelles, dans le Val d'Oise, il y a un individu de 25 ans, Mouammar Esh, qui était sous OQTF, obligation de quitter le territoire, qui a été interpellé. Il mimait une fusillade devant la grande synagogue de Sarcelles. Une OQTF, 25 ans, et pourtant sur le territoire, à Sarcelles, en train de mimer des actes épouvantables devant une synagogue. Pourquoi et comment ça se fait ? Alors, il existe dans le droit français deux grandes mesures d'éloignement à l'encontre des étrangers qui troublent l'ordre public. La première, c'est l'OQTF, qui s'applique aux étrangers en situation irrégulière. Et la seconde, c'est l'expulsion, qui peut s'appliquer aussi bien à un étranger en situation irrégulière qu'à un étranger en possession d'un titre de séjour. Et pour comprendre ce que veut faire Gérald Darmanin dans son projet de loi, il faut bien avoir en tête cette distinction. S'agissant de la première mesure qui s'applique aux étrangers en situation irrégulière, elle comporte une série d'exceptions, 8 ou 9 de mémoire. Bien sûr, entre guillemets, les étrangers mineurs, mais également les étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans, ce qui est le cas de l'assaillant d'Arras, les étrangers père ou mère d'un enfant français, etc., etc. Ce que prévoit le projet de loi de Gérald Darmanin, c'est que ces exceptions qui empêchent le préfet, pas seulement Vous avez été préfet, d'ailleurs, Patrick Stefanini. Qui empêchent le préfet de prendre l'OQTF. De l'appliquer. Non, de la prendre. Là, vous ne nous parlez même pas. Alors attendez, je voudrais quand même que je sois clair, parce que c'est vrai que toutes ces exceptions, en fait, c'est-à-dire qu'il y a les OQTF qui déjà sont rarement appliqués, mais il y a, au-delà de ça, tout ce qu'on ne voit pas en dessous du haut de l'iceberg, en quelque sorte, qui sont ceux pour qui on ne peut même pas mettre d'OQTF. Absolument. Sachant même que l'OQTF, de toute façon, elle sera rarement appliquée. Et c'est la même chose pour les expulsions, c'est-à-dire que les exceptions font que le préfet, s'agissant d'une OQTF, ou le ministre, s'agissant d'un arrêté d'expulsion, ne peut pas prendre la mesure à l'égard d'un certain nombre de personnes qui sont listées dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc, mais j'imagine que si on a pris ces exceptions en même temps, Patrick Stefanini, moi ce qui m'intéresse ce matin, c'est de savoir ce qui est efficace ou non, et surtout le décalage entre ce qui n'est que théorique et de l'affichage. Par exemple, un cachet avec marqué OQTF qui en réalité n'a d'obligatoire que le mot. Il faut distinguer le processus, les différentes étapes du processus. Aujourd'hui, un préfet ne peut pas prendre de QTF à l'égard d'un certain nombre d'étrangers. D'ailleurs, je voudrais signaler que dans l'affaire d'Arras, prenons effectivement le cas donc de Mohamed Mogouchkov, qui était donc arrivé avant l'âge de 13 ans, vous le disiez, absolument, en France. Et donc, le préfet a fait très sérieusement son travail et je voudrais lui rendre hommage. Le préfet du Pas-de-Calais, lorsque l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour violence familiale, puisque je crois il s'en était pris à sa mère. Le préfet, constatant que l'intéressé était déjà inscrit au fichier, au FSPRT, au fameux FSPRT, le préfet s'est posé la question de savoir s'il pouvait prendre une OQTF. Il a consulté le ministère de l'Intérieur et il s'est entendu répondre que comme cet étranger était arrivé en France avant l'âge de 13 ans, il ne pouvait pas prendre d'OQTF. Alors, ce que fait le projet de loi de Gérald Darmanin, il fait sauter toutes ces exceptions lorsque le comportement de l'individu représente une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Et là, il n'y a aucun doute, compte tenu des antécédents de ce jeune, et alors même qu'il n'avait jamais été condamné, le fait qu'il ait été inscrit au FSPRT, le fait qu'il s'en soit pris à sa mère,
physiquement suffisait à caractériser la menace grave à l'ordre public. Alors maintenant, Et j'aimerais donc, qu'on tire ce fil. Allez-y. Si l'article 10 du projet de loi de Gérald Darmanin avait été voté, le préfet aurait disposé du cadre légal pour éloigner, pour prendre une mesure d'éloignement, en l'espèce une OQTF, à l'encontre de cet étranger. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si la loi qui est en préparation, si cet astérix en quelque sorte, petit astérix ou note de bas de page qui dit non mais là lui vous pouvez rien faire parce que il est arrivé avant l'âge de 13 ans, avait sauté, en quelque sorte le professeur Darras serait toujours vivant? En tout cas, le préfet aurait pu éloigner l'intéressé et donc on peut en tirer la conclusion que vous venez d'en tirer. Alors pardon, je vous repose la question. Il aurait pu prendre une OQTF, mais l'OQTF aurait-elle été appliquée? Alors Parce que c'est quand même la deuxième étape. C'est la réalité ou non de l'application de l'OQTF. Ça pose une deuxième question qui est celle de la délivrance des laissez-passer consulaires par les autorités des pays d'origine. Et le ministre de l'Intérieur, il n'est pas seul au gouvernement. Il a des collègues, il a le ministre des Affaires étrangères, il a le ou la première ministre. Et il doit absolument entretenir avec les autorités des pays d'origine des relations aussi constructives que possible. Alors, il faut savoir que la coopération entre les services de police et les services de renseignement de la France d'une part et d'un certain nombre de pays étrangers, elle est bonne, elle est même parfois excellente. Qu'est-ce qui bloque alors? Ce qui bloque, c'est la volonté politique, c'est la situation politique. Et ça partait au départ d'une bonne intention. Lorsque le gouvernement, mécontent du taux d'exécution des OQTF précisément, a décidé de limiter les visas accordés aux ressortissants des pays du Maghreb, ça s'est traduit par un raidissement supplémentaire de ces pays. Et on sait que le taux de délivrance des laissez-passer consulaires, alors ça a peut-être évolué récemment, mais le taux de délivrance des laissez-passer consulaires par les pays du Maghreb, c'était littéralement effondré. Donc en effet, c'est un processus qui est compliqué. Il faut d'abord pouvoir prendre la mesure. Et le but du projet de loi de Gérald Darmanin, c'est d'élargir le nombre des hypothèses dans lesquelles on peut prendre la mesure d'éloignement. Alors, le projet de loi tel qu'on le connaît, tel qu'il a été discuté par la commission des lois du Sénat, il règle à peu près le problème pour les OQTF, pour les obligations de quitter le territoire. En revanche, sur les expulsions, je reste un peu sur ma faim. L'exercice de toilettage n'a pas été fait complètement, ou plus exactement, je voudrais dire quelque chose qui me paraît très important. S'agissant des expulsions, le projet de loi subordonne la possibilité de lever un certain nombre de protections au fait que les intéressés ont été condamnés à des peines d'un certain quantum, d'un certain niveau. Et là-dessus, je ne suis pas complètement d'accord. Là, il faut bien voir que la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est de protéger nos concitoyens en prenant des mesures préventives, en arrêtant des décisions qui ont pour but de... Sans avoir à attendre qu'il y ait de passage à l'acte. Bien sûr, parce que sinon... Vous êtes en train de dire qu'il faudra qu'il y ait eu passage à l'acte pour que l'on puisse, en effet, expulser tel qu'est rédigé à la fois la loi actuelle et le projet de loi s'agissant des expulsions, pas des OQTF, s'agissant des expulsions, il y a un certain nombre de protections qu'on ne peut lever que si les intéressés ont été préalablement condamnés pour des crimes ou des délits punis d'un certain quantum. Alors que l'essence de la police administrative, l'essence de la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est de faire fonctionner tous ces services, les services de renseignement, la DGSI, le renseignement territorial, les services chargés du maintien de l'ordre public, de rassembler des éléments sur la dangerosité d'un individu. Et si la conviction du ministre et de ses services est acquise sur le fait qu'un individu est dangereux, on doit pouvoir l'éloigner du territoire français alors même qu'il n'a pas été condamné et alors même qu'il a des attaches familiales en France. C'est ça tout l'enjeu de la discussion. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on qualifie le danger? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on considère que quelqu'un est véritablement et de manière anticipée, sans qu'il ne soit jamais passé à l'acte? Pourquoi le qualifier de dangereux au point de l'expulser? Qui décide? Qui juge?
Alors, c'est le ministre qui décide, ou le préfet. Oui, enfin, c'est pas le ministre qui, un par un, va regarder. J'ai regardé les chiffres. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur lui-même. Hein. Non, mais il y aurait, par exemple, 1000 mineurs avec des fiches actives, considérées actives pour islamisme. Ce sont des mineurs, et ça c'est Gérald Darmanin qui le précise, ce sont des mineurs radicalisés qui s'échangent des photos de décapitation, qui consultent de la propagande de Daesh. Ces radicalisations se font le plus souvent sur Internet. 1000 mineurs, plus de 1000 mineurs. On va laisser de côté provisoirement le cas des mineurs, puisque, attendez, dans la législation française, ils font l'objet d'une protection absolue. Alors donc là, vous êtes en train de me dire que ces 1000-là qui s'échangent des photos de décapitation, qui consultent de la propagande, qui favorisent la propagande et qui font circuler cette propagande, on ne peut rien faire. Je vous dis que dans l'état actuel de la législation française, et à ma connaissance, le projet de loi n'y change rien, un mineur bénéficie d'une protection absolue. Il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Alors, en revanche, pour les personnes qui sont majeures, je vais prendre l'exemple, qui n'est pas un exemple terroriste, on reviendra au terrorisme ensuite, je vais prendre l'exemple d'un trafiquant de stupéfiants, d'un organisateur de trafic de cocaïne. Eh bien, s'il est entré en France avant l'âge de 13 ans, s'il est présent en France régulièrement depuis 20 ans, s'il est père ou mère d'un enfant français, sous certaines conditions, il bénéficie d'une protection absolue, puisque l'expulsion de cet individu ne peut être prononcée que dans 3 hypothèses, qui sont l'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Donc ça s'applique aux espions, ça s'applique aux gens qui mettent en cause l'indépendance de la France, etc. Deuxième hypothèse, les actes terroristes. Et troisième hypothèse, l'appel à la provocation à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes. Donc vous voyez que le trafic de stupéfiants ne fait pas partie des 3 hypothèses qui permettent de lever les protections à l'encontre d'un étranger qui est arrivé en France avant l'âge de 13 ans ou qui est présent régulièrement sur notre sol depuis 20 ans ou qui est père ou mère d'un enfant français. Il ne faut pas qu'il ait tout cela. Non, il suffit qu'il soit dans une des cases. Il suffit qu'il soit dans une de ces cases pour être protégé. Mais Patrick Stefanini, Gérald Darmanin le dit. Patrick Stefanini, est-ce que le projet de loi tel qu'il est dans les tiroirs répond par exemple à cette situation-là, ou est-ce que le trafiquant de cocaïne dont vous nous parlez, lui, il reste... Tel qu'il est rédigé, le projet de loi ne permet pas d'élargir les cas d'expulsion pour ce trafiquant de cocaïne. En revanche, d'abord, le Sénat a encore la possibilité de l'amender, puis l'Assemblée nationale, et puis Gérald Darmanin, dans l'interview qu'il a accordée hier au journal du dimanche, évoque 2 pistes. La première, qui est une piste très intéressante, qui est l'idée qu'on puisse retirer un titre de séjour à un étranger qui adhère à une idéologie radicale. Ça, c'est une idée extrêmement puissante, mais c'est une idée, je le dis à Apolline de Malherbe avec beaucoup de force, qui implique un changement de paradigme et une sorte de mobilisation nationale. Pourquoi mobilisation nationale ? D'abord, tout ce qu'on est en train de se dire, ce que veut faire Gérald Darmanin, les amendements adoptés par le Sénat, etc. Non, mais attendez, déblocage. Tout ça, il faut d'abord que tout ça soit validé par le Conseil constitutionnel. Le législateur, en France, il agit sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, en permanence, il opère une balance entre l'intérêt public, l'intérêt national, l'intérêt collectif et la protection des droits individuels. On a le droit de penser qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est allée très loin dans la prise en compte des droits individuels, des droits de la personne, et a un peu négligé, je le dis avec prudence, l'intérêt collectif, l'intérêt national, la sécurité publique, la sûreté nationale. Donc là, la question qui est posée, parce que c'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Ça voudrait dire dans ce cas que tout cela resterait purement théorique, parce que si ça ne passe pas le filtre du Conseil constitutionnel, en effet, ça fait plouf. Mais c'est la question quand même de l'état de droit. Oui, mais la question qui est posée, c'est que on avait affaire autrefois à un terrorisme ponctuel, à un terrorisme piloté par les États étrangers qui envoyaient sur le territoire national des personnes qui commettaient un attentat et qui se dépêchaient de quitter la France pour ne pas être condamnés. Aujourd'hui, on sait qu'on doit faire face à un phénomène tout à fait différent.
On doit faire face à une sorte de terrorisme diffus. On sait qu'un attentat peut se produire à tout moment, partout en France aujourd'hui. J'insiste sur ces 2 points. Partout en France, il n'y a pas de région qui soit à l'abri. Et à tout moment, c'est-à-dire que sans préavis, un individu peut passer à l'acte. Et on a vu d'ailleurs, avec Arras, c'est tout grosso à fait modo, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire d'un passage à l'acte individuel. Et donc, le ministre, dans son interview d'hier, il lance une sorte d'appel à la CEDH en disant j'espère la Cour européenne des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l'homme, en disant j'espère que la Cour européenne des droits de l'homme tiendra compte du fait que nous sommes dans une situation de crise terroriste. Moi, je pense qu'en envoyant ce message à la CEDH, le ministre envoie aussi un message au Conseil constitutionnel et partant à toutes les juridictions françaises. Attendez, je termine. Il va falloir qu'on adapte notre jurisprudence à cette situation nouvelle d'un terrorisme diffus, d'un terrorisme qui peut être porté par des personnes qui résident en France, parfois depuis des années, qui bénéficient donc des protections que nous avons évoquées au début de notre entretien. Et qui pour autant représentent une menace. Et qui représente une menace, et parfois une menace d'une extrême gravité pour la sécurité de nos concitoyens. Puisque vous parlez de la question des contre-pouvoirs et des contre-pouvoirs juridiques, lorsque vous évoquez le Conseil constitutionnel et même les tribunaux administratifs, prenons un exemple, l'imam radical Iqiyoussen. Voilà une décision politique qui s'est heurtée au juridique, en quelque sorte. Gérald Darmanin avait dit expulsion de cet imam qui prêche des idées totalement contraires à la République française, on l'expulse. Résultat, le tribunal administratif a cassé cette décision, a interdit à Gérald Darmanin et au service du ministère de l'Intérieur d'expulser dans les faits l'imam Iqiyoussen, qui, dans les faits, n'est plus en France, mais pas du tout parce qu'on l'aurait expulsé, parce qu'il s'est enfui, en quelque sorte. Il est parti en Belgique. Vous oubliez une étape, c'est qu'après que le tribunal administratif a pris la décision que vous avez dite, ensuite le Conseil d'État a annulé la décision du tribunal administratif. Et c'est parce que le Conseil d'État a donné raison à Gérald Darmanin que l'imam a pris la fuite, qu'il est parti en Belgique. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. En tout cas, il n'est plus sur le territoire français. Donc le Conseil d'État a fait prévaloir une conception équilibrée du droit entre les exigences du droit à la vie privée et familiale, enfin, qui figure équilibré. La question, c'est effectivement de trouver l'équilibre entre la protection des droits individuels et la protection de la nation, en quelque sorte. C'est une question de curseur, et je reviens à l'exemple de mon trafiquant de cocaïne, qui, s'il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans ou s'il vit en France avec un titre de séjour depuis 20 ans, fait l'objet d'une protection absolue, sauf hypothèse terrorisme ou sauf hypothèse atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Et la jurisprudence aujourd'hui ne considère pas que le trafic de stupéfiants soit une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le cas de 193 radicalisés en particulier, qui sont ceux dont parle Emmanuel Macron. Il a demandé spécifiquement aux préfets, à tous les préfets de France, de, je cite, passer les fichiers S radicalisés et dangereux au peigne fin. Il parle de 193 en particulier, semble-t-il. Ça veut dire quoi, les passer au peigne fin, et quelles peuvent être les conséquences, et quels sont les outils dont dispose la France pour effectivement ces 193 en particulier, qui sont considérés comme les plus dangereux des dangereux, soient expulsés ou mis hors d'état de nuire? Les passer au peigne fin, ça veut dire étudier de très près leur situation administrative, organiser une bonne coopération entre nos services de renseignement et nos services d'ordre public pour rassembler tous les éléments dont on peut disposer sur le comportement des intéressés. Parce que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que vous citez des chiffres qui sont très impressionnants. 1 millier de mineurs radicalisés. Plusieurs milliers, probablement, disait M. Micheron, qui est un spécialiste du sujet, plusieurs milliers de djihadistes. Il était ici la semaine dernière, il parlait de djihadistes radicalisés. De plusieurs milliers, voilà, de radicalisés dangereux. Il le disait même pour le milieu des années 2010. Donc aujourd'hui, on est plutôt vers le milieu des années 2020. Donc la situation a dû encore s'aggraver. Donc il faut rassembler sur ces personnes, il faut rassembler une série d'éléments diffus, ce qu'on appelle les signaux faibles. C'est le rôle des services de renseignement. Alors, les effectifs des services de renseignement, et notamment les effectifs de la DGSI, ont été augmentés. Depuis 2015, je crois qu'ils ont augmenté de 50%. Et le budget de la DGSI a été doublé. Mais ça ne suffit pas. Il faut probablement aller beaucoup plus loin. Encore une fois, notre pays est confronté, notre pays et d'autres pays, on a vu l'exemple de la Belgique, l'exemple de la Suède, en fait, etc. Notre pays et d'autres pays européens sont confrontés aujourd'hui à une situation inédite dans laquelle la menace terroriste vient de l'intérieur. Elle est portée par des personnes
qui vivent en France depuis des années, dont certains ont un titre de séjour régulier, dont d'autres d'ailleurs peut-être sont français, on n'en a pas parlé, mais en tout cas, s'agissant des étrangers, certains ont un titre de séjour régulier. Et quand le président de la République demande qu'on examine la situation de ces 193 radicalisés, ça veut dire ça. Ça veut dire rassembler tous les éléments qui vont permettre au ministre de l'Intérieur, sur le fondement de l'appréciation d'une menace à l'ordre public, de prendre soit une OQTF s'ils sont en situation irrégulière, soit une mesure d'expulsion s'ils ont un titre de séjour. Merci Patrick Stefanini. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Immigration, ces réalités qu'on nous cache. Merci d'avoir essayé de nous aider à mieux comprendre quelles sont les règles et quelles sont ou non leur efficacité. 8h53 sur RMC BFM TV.